Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, donc bonsoir et bienvenue donc à ce webinaire sur l'adaptation au changement climatique à Paris. Et on va rester ensemble une, une petite heure ou une grosse heure, on va voir en fonction des questions que vous aurez. On va commencer peut-être par partager quelques règles qui ont déjà été exposées rapidement il y a quelques minutes. Mais donc par défaut, sachez que vos micros sont coupés parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux à être inscrits. Et pour plus de confort pour tout le monde et pour moi qui intervient, on a coupé les micros. En revanche, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Et on prendra les questions au fur et à mesure de la présentation. À la fin de chaque séquence, on prendra un temps pour échanger. Et puis on prendra un temps évidemment à la fin du, de- du webinaire pour échanger plus largement si vous avez d'autres questions. Si toutefois donc vous sentez qu'il y a des problèmes de connexion, que ça commence un petit peu à bugger, que les images se figent, vous n'hésitez pas à couper vos caméras, puisqu'évidemment ça sera plus fluide, la bande passante sera plus efficace si on n'est pas tous en visio. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on vous présente un petit peu un panorama de la politique d'adaptation au changement climatique à Paris, donc qui est menée dans le cadre de la municipalité de la ville de Paris. Je vais peut-être me présenter quand même, effectivement. Donc, moi, je suis Julie Roussel, je suis chef de projet adaptation au changement climatique et je travaille donc à la ville de Paris dans un service qui s'appelle l'Agence d'écologie urbaine. Je travaille sur toutes les questions qui sont en lien avec l'adaptation au changement climatique et donc la mise en œuvre d'une partie du plan climat. Mais je vais vous expliquer tout ça. Je commence donc par la première partie. Donc, il y a plusieurs séquences dans ce webinaire. Et comme je vous le disais, à la fin de chaque séquence, si vous le souhaitez, s'il y a des questions dans le chat, dans l'espace de discussion, on pourra les prendre pour ne pas avoir à attendre à le dernier moment. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure des slides et de ce que je vous dis à poser des questions directement. Donc, on commence par un petit point finalement d'étape, de situation, d'état des lieux sur le changement climatique à Paris, pour voir un petit peu de la façon dont il se caractérise finalement sur le territoire parisien. Je pense que vous avez peut-être, alors pour les Parisiens en tout cas, et les Parisiennes en mémoire, et ceux qui étaient déjà à Paris en 2016, en mémoire cette fameuse crue de la Seine, donc qui était en juin. C'est vrai qu'on a des épisodes de crue assez fréquents à Paris, plutôt en période hivernale. Donc là, c'était une crue plutôt exceptionnelle, et puis elle est montée très 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 haut. Et donc ça a des conséquences évidemment financières sur la ville, pas que sur la ville, hein. D'ailleurs là, quand on vous met 4 millions et demi d'impact financier, c'est bien à l'échelle de la ville de Paris, mais il y a évidemment enfin, d'autres impacts pour par exemple les transports en commun, etc., qui ne dépendent pas directement de la ville de Paris. Autre manifestation du changement climatique, la hausse évidemment des températures, avec ce record qui a été battu donc le 25 juillet 2019. Donc ça fait presque 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient, ou celles et ceux qui étaient présents à Paris en juillet 2019, 42,6 degrés Celsius à Paris, à l'ombre. Donc là, c'est des températures qui sont relevées à l'ombre, hein, pour être plus exact, dans la station météo, par la station pardon, météo qui est placée dans le parc Montsouris. Donc c'est en plus un des endroits les plus frais de Paris. Et comme je vous le disais, les températures sont relevées à l'ombre. Donc je vous laisse imaginer les températures qu'il pouvait faire en plein soleil et dans des endroits avec un caractère beaucoup plus minéral, comme on en a beaucoup à Paris. Donc là, vous voyez une petite image d'inondation. Alors, c'est pas une inondation par crue de la Seine,
C'est une inondation, si on peut appeler ça comme ça, par ruissellement des eaux pluviales, puisque vous voyez, en fait, on a un problème à Paris, comme dans beaucoup de grandes villes, c'est qu'on a donc des sols qui sont imperméables, hein, parce qu'on est sur des enrobés, de l'asphalte, du bitume, etc., qui ne laissent pas passer l'eau dans la terre et qui du coup, bah, en fait, provoquent des espèces de petites piscines artificielles quand on a des fortes pluies. Et les fortes pluies, j'y reviendrai, c'est une des manifestations du changement climatique qui va sévir à Paris. Et donc, la question des inondations, pas seulement par crue, mais par ruissellement des eaux pluviales, va se poser pour le territoire parisien. Là, je vous ai mis une photo donc d'une tempête, donc avec évidemment un arbre couché qui a été ensuite abattu. Ça doit être sur le parvis d'une mairie, ça. Je ne sais plus lequel. Mais donc évidemment, vous avez tous en mémoire la grande tempête qui devait être en 99. Peut-être que je me trompe de date. Mais en réalité, je vous montre cette image. Les projections climatiques ne nous indiquent pas, il n'y en a pas un signal fort hein, sur l'augmentation des tempêtes et des vents forts sur le territoire parisien pour les années à venir, hein, à horizon 2030, 2050, 2080. Cela étant dit, il arrive quand même que le vent souffle assez fort, mais c'est vrai que c'est pas exactement comme pour les pluies, comme pour les fortes pluies, dont on sait que c'est une manifestation où le degré d'incertitude est très faible finalement. Pour les tempêtes, ça va pas forcément se manifester, mais vous voyez quand même que de toute façon, quand ça souffle, ça fait des dégâts. Et c'est vrai qu'en milieu urbain, pas spécialement à Paris hein, d'ailleurs, mais en milieu urbain en règle générale, un arbre qui se couche, ça peut être très dangereux. Euh, on en a un qui est tombé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui n'avait pas fait de blessés, mais ça peut arriver. Je peux aussi évidemment vous parler de la question des sécheresses et de l'étiage de la Seine, donc le débit d'étiage, hein, c'est-à-dire quand le niveau de la Seine, le débit de la Seine est au plus bas. Alors ça, c'est une image qui date hein, évidemment d'il y a quelques temps déjà, plusieurs dizaines d'années, mais cela étant dit, les projections climatiques indiquent malheureusement au-delà des fortes chaleurs hein, qu'on va connaître et de l'augmentation des pics de canicule, indique également un risque de sécheresse accrue. Euh, donc, sécheresses qui sont évidemment euh, augmenté, favorisé par le fait qu'il va pleuvoir moins souvent. Alors, il va pleuvoir en plus grande quantité, d'où le risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales, mais moins souvent. Et donc, on aura notamment un stress hydrique pour la végétation, pour les arbres, pour les sous-sols, qui va être renforcé. Et puis là, vous imaginez bien évidemment les conséquences aussi économiques que ça peut avoir, un débit d'étiage aussi faible que celui-ci pour la Seine puisqu'effectivement, là, on ne peut plus, il n'y a plus de circulation évidemment fluviale possible, sachant que la Seine, c'est évidemment un endroit, un lieu de loisirs, mais c'est aussi un, un espace de commerce, hein, c'est aussi un lieu de logistique urbaine où on fait passer des marchandises, et puis évidemment un lieu très touristique où les touristes aiment se balader sur les péniches, sur la Seine. Donc ça a des conséquences évidemment très très importantes, sans parler évidemment de la biodiversité. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur la vie du fleuve. Euh, Parler des grands froids aussi peut-être qui vont alors, je ne dis pas qu'il y aura plus de neige à Paris, mais en tout cas, ça va tendre à se raréfier. On aura donc de moins en moins d'épisodes de neige, de moins en moins d'épisodes de grand froid sur le territoire parisien. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un risque, hein, parce qu'au contraire, on va certainement se déshabituer, bien qu'on ne soit pas très très habitué à gérer la neige à Paris. Hein, on voit à chaque fois comme ça bloque la circulation, comme c'est compliqué. Mais en fait, plus on se déshabitue et plus mal on gère hein, finalement, parce qu'on perd nos habitudes. Mais en tout cas, les paysages enneigés sont certainement des paysages qui sera de plus en plus rare de croiser et d'observer sur le territoire parisien. Donc, sur la question
Pardon. La question des projections climatiques à horizon 2030, 2050, 2080, on est sur évidemment une augmentation des températures moyennes voilà, qui un degré d'incertitude, encore une fois, très très faible, hein, quels que soient les modèles euh, qu'on utilise, avec donc d'ores et déjà aujourd'hui un seuil des 2 degrés qui est dépassé sur Paris, 2 degrés les 2 degrés étant pris à partir de la période pré-industrielle, hein, donc on a déjà pris 2 degrés. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que on a on a l'accord de Paris, hein, que vous connaissez certainement, qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5, à 1,5 degré. Ça ne veut pas dire que tout ça est fichu, hein, loin de là, puisque le seuil des 2 degrés, il est dépassé à Paris, pas à l'échelle planétaire. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout ça est fichu et que la lutte contre le changement climatique doit être abandonnée. Loin de là, il faut absolument continuer à atténuer autant que faire se peut, à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour réduire le changement climatique. On va avoir donc des jours très chauds, donc quand on dit des jours très chauds, c'est-à-dire à plus de 30 degrés. De plus en plus nombreux, c'est-à-dire 20 à horizon 2030, 34 en 2080. Pareil pour les nuits tropicales. Alors les nuits tropicales, c'est des nuits où la température diminue pas, ne baisse pas à moins de 20 degrés. Et alors aujourd'hui, pour vous dire à peu près pendant la période actuelle, on est à peu près à 4-5 nuits tropicales par an. Et en fait, je pense que pour le coup, c'est très parlant parce qu'on en souffre à Paris, hein. L'été, c'est très difficile parfois de dormir dans les appartements en surchauffe. Et donc, on a l'impression d'en souffrir beaucoup l'été. En réalité, ça représente que 4 à 5 nuits. Aujourd'hui, à horizon 2030, ça représentera 18 nuits tropicales. Donc, 18, ça va être assez difficile à vivre et 35 à horizon 2080. Euh, pour être très clair, hein, sur l'augmentation des températures, que ce soit des moyennes ou des extrêmes, des jours les plus chauds ou des nuits les plus chaudes, aujourd'hui, enfin, dans les conditions d'aménagement actuelles de Paris, on ne sait pas supporter cette augmentation du nombre des jours très chauds et des nuits tropicales. Les organismes se fatiguent et s'épuisent vraiment très très vite. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas de temps de récupération. Donc, d'où la nécessité justement d'adapter le territoire parisien au changement climatique qui donc arrive à grands pas, en fait, qui se manifeste d'ores et déjà aujourd'hui, mais qui va se renforcer dans un horizon très proche, hein, on parle aussi donc de 2030 avec donc un changement très très important. Je vous le disais, donc augmentation des périodes de sécheresse, avec donc alors évidemment des conséquences très fortes sur la biodiversité, sur l'économie, mais aussi des conséquences très fortes sur nos modes de vie, sur la façon dont on va devoir gérer la ressource en eau, puisqu'on n'a pas aujourd'hui encore l'habitude, hein, nous à Paris, de nous restreindre. Enfin, on peut évidemment, chacun essaye de faire attention. Si on n'a plus d'eau au robinet, ça va être compliqué à gérer. Il va falloir apprendre à vivre et à gérer différemment l'eau, hein. Il y a plein de régions en France qui connaissent d'ores et déjà cette raréfaction de la ressource en eau, pas seulement pour l'arrosage, hein, bien sûr, mais aussi pour l'eau potable. Donc, c'est vrai il va y avoir des incidences vraiment sur les modes de vie. Il va falloir qu'on se prépare à ça pour que le changement soit pas trop brutal. Diminution du nombre de jours de gel et de jours sans dégel. Donc là, ça a encore une fois un impact très fort, notamment sur la biodiversité, puisque les essences, les espèces, les variétés végétales et puis les animaux, certaines essences, certaines espèces animales ont besoin de jours de gel. Je pense beaucoup d'insectes, hein, qui passent par des étapes justement qui sont des œufs et en étape larvaire où ils ont besoin de gel et donc ça va avoir aussi un fort impact sur la biodiversité. Et enfin, donc, je vous parlais tout à l'heure, donc, pour revenir sur la question des inondations, qui est un risque, hein, l'inondation par crue de la Seine, bien sûr, mais en réalité, il est minime par rapport aux inondations par pluie, enfin par ruissellement des eaux pluviales, puisque ce que je vous disais, c'est que
il va pleuvoir au moins autant en volume, en quantité d'eau, mais beaucoup moins souvent. Et donc, comme je vous le disais, c'est vrai que le territoire est très imperméable, très très bitumé. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur la débitumisation de l'espace public parisien pour laisser les eaux pluviales s'infiltrer. Et puis on a aussi un système d'égout évidemment et donc d'assainissement qui n'est pas en capacité aujourd'hui d'absorber l'ensemble des volumes d'eau s'ils venaient à être de plus en plus importants. Donc c'est des choses sur lesquelles évidemment on travaille. Et c'est en ça que consiste l'adaptation au changement climatique. C'est des aléas climatiques multiples qui se combinent les uns les autres, évidemment, et auxquels on doit s'adapter, auxquels on doit adapter les différents systèmes qui font que Paris est un territoire complexe, d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, la chaleur en ville est un sujet qui va beaucoup nous occuper. Alors ça se voit pas aujourd'hui, hein, vous me direz, c'est pas de circonstance. On avait une micro-formation il y a 10 jours pendant l'épisode de canicule, donc c'était certainement c'était plus de circonstances. Là aujourd'hui, ça se ressent moins, mais cela étant dit, ça n'empêche qu'il va y avoir de plus en plus de pics de canicule, une augmentation des températures. Et tout ça, en fait, est renforcé, cet effet de chaleur en ville et de fatigue que tous les organismes, hein, humains et non humains d'ailleurs, ressentent. C'est renforcé par ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, qui est un effet inhérent finalement à toutes les villes, hein, quelle que soit leur taille, qui est évidemment accentué dans les très grandes villes et surtout dans les grandes villes qui sont très bitumées et qui sont peu végétalisées. Euh, et donc Paris, en fait, a effectivement un effet d'îlot de chaleur urbain qui est assez conséquent, assez fort, c'est une ville qui est encore beaucoup trop minérale et qu'on tend à essayer de végétaliser, de débitumer, comme je vous le disais, mais je vais vous en parler après. Juste pour vous dire aussi, donc en fait, par exemple, cet effet d'îlot de chaleur urbain, enfin pour vous donner un exemple, pour illustrer par exemple, une nuit, très chaude de canicule, à Paris, et une nuit, donc de très chaude de canicule à Rambouillet, qui est pas si loin que ça. Mais effectivement, il y a une forêt, et on est dans un paysage beaucoup plus, rural. On peut avoir de 8 à 10 degrés de différence, la même nuit. Donc, pour vous dire à quel point cette artificialisation des sols joue un rôle, et les matériaux qu'on utilise, évidemment, plus l'activité anthropique hein, des humains, c'est-à-dire le fait de de se déplacer pardon, avec des véhicules motorisés, etc., à quel point on réchauffe l'atmosphère autour de nous de façon très directe. Donc voilà, donc là, on va arriver à la deuxième séquence. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions ou des commentaires. Hop, je vais regarder dans le chat. On a une question, Ouais. Julie, sur l'augmentation de la température. C'est plus 2 à 4 degrés pour Paris. N'est-ce pas sous-évalué puisqu'on a déjà dépassé les 2 degrés? N'est-ce pas sous-évalué? En fait, tout dépend, un petit peu de nous. Ça dépend de quel horizon on parle. Donc effectivement, ça peut être sous-évalué, hein, puisque vous savez que le dernier nouveau rapport du GIEC n'est pas encore publié. Il va sortir, on a quelques bribes, hein, déjà, c'est pas joyeux, hein, vous le savez, vous lisez la presse, comme nous. Hem Bon, on va pas se mentir, c'est pas c'est pas très enthousiaste. Cela étant dit, il y a encore des choses à faire et l'idée, c'est vraiment d'articuler la politique d'atténuation, c'est-à-dire pour essayer de réduire et de contenir le réchauffement le plus possible, même s'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus agir, c'est trop tard, effectivement, et on y est, voilà, et d'articuler ça avec une politique d'adaptation pour se dire que, voilà, de toute façon, on y est, on sent déjà les effets du changement climatique, donc il faut s'y adapter. Mais cela étant dit, voilà, l'articulation entre les deux est absolument importante et il faut absolument qu'on continue d'articuler les deux. Sous-évaluer, peut-être qu'on n'ira pas à plus de 4 degrés. Ce qui est vrai, et là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 2 degrés. Après, on ne peut pas savoir exactement. La science climatique, elle est faite, et les scientifiques le rappellent tout le temps, elle est pleine d'incertitudes parce que ça dépend c'est multifactoriel. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, les scénarios
vont plutôt plus vite. Et à chaque fois qu'on a présenté, que le GIEC a présenté différents scénarios, avec un scénario du pire, comme on dit, on a plutôt tendance à aller même enfin, à être pire que les scénarios du pire. Mais bon, on peut essayer de se dire qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être un sursaut et que donc et qu'on va réussir à contenir finalement cette élévation des températures moyennes. Il y a une autre question, je vois, Ouais. sur le nombre de nuits tropicales, caniculaires dont vous parlez. Oui, d'accord. Donc vous avez, bah oui, oui, bien sûr. Alors en fait, c'est une moyenne lissée sur, c'est pas sur, quand on parle, les projections qu'on vous donne, ce sont des moyennes lissées sur 10-15 ans en général. C'est pas une moyenne, enfin en fait, vous aurez 20 ou 30 ou 40 nuits par an, mais de toute façon, vous pouvez, ce sont des projections, donc vous pouvez très bien cette année avoir d'ores et déjà 10 nuits à plus. Et puis alors, quand vous dites entre 25 et 28, enfin, c'est dans votre appartement. Est-ce que c'est à l'extérieur? Enfin, vous voyez, en fait, c'est pas exactement la même chose si vous prenez la température dans votre appartement, parce que je ne sais pas en quoi ou dans votre maison, ça joue beaucoup en fait l'utilisation des matériaux dans lesquels est construit votre appartement. Donc, c'est vraiment les températures qui sont relevées dans les différentes stations météo en extérieur dans certaines situations, etc., et qui sont ensuite lissées sur l'année. Donc, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, tout va se réchauffer très très vite, quoi. Oui, c'est dans l'appartement que l'on dort. Bah, bien sûr, effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Mais si vous voulez, d'un appartement à l'autre, on peut avoir pas du tout la même température en fonction de l'étage, en fonction de l'isolation d'un appartement, de son exposition au soleil, etc. Donc, une projection, c'est une projection qui est prise, enfin qui est faite sur une moyenne. C'est pas votre appartement en particulier. Peut-être que dans le mien, il fait beaucoup plus frais, au contraire, il fait beaucoup plus chaud. Du coup, je continue, je poursuis. Oui. Allez. Du coup, on passe à la deuxième séquence sur justement la politique climatique donc parisienne en matière d'adaptation. Donc, on a donc depuis, alors la politique climatique à Paris, ça fait des années hein, que Paris se saisit de ces questions. En réalité, il y a quelques premiers éléments de bilan carbone, etc. Au début des années 2000. En 2007, il y a le premier plan climat de Paris qui est ensuite révisé en 2012. Et en 2012-2013, on lance un premier diagnostic du territoire parisien face au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Donc ça, c'est un diagnostic qui nous a permis justement de savoir un petit peu comment le territoire, le système de distribution énergétique, le système d'alimentation, le système de santé, tous les systèmes, le système de transport, etc., comment ces systèmes allaient se comporter au regard du changement climatique et des différentes projections climatiques en fonction des différents horizons climatiques, évidemment. Et ce diagnostic, donc, était très riche. Il nous a permis d'élaborer ce qu'on a appelé la stratégie d'adaptation au changement climatique, qui a été donc adoptée en 2015 hein, au Conseil de Paris, et qui était donc composée de 4 grands piliers, si je puis dire. Un premier qui consistait à à répertorier tout un ensemble de mesures pour protéger finalement les Parisiens face aux événements climatiques extrêmes, tels que les canicules, les inondations, etc. Un deuxième pilier qui concernait plutôt les mesures pour garantir l'approvisionnement du territoire à la fois en eau, en alimentation, donc en nourriture, et puis en énergie, évidemment, face, encore une fois, justement, à la fois au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Et puis un troisième pilier sur donc l'aménagement finalement du territoire. Comment est-ce qu'on aménageait un territoire qui soit adapté au changement climatique? Comment est-ce qu'on changeait aussi donc les règles
d'urbanisme, comment est-ce qu'on rendait ce territoire, à la fois le cadre bâti, au sens des immeubles, d'habitation, de bureaux, et cetera, mais aussi l'espace public plus adapté au changement climatique. Quand je dis changement climatique, il est pluriel, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est pas uniquement, aux vagues de chaleur ou aux fortes pluies et cetera. Tout ça doit se combiner, donc il faut trouver, des manières astucieuses, de répondre, aux différents aléas climatiques et à la raréfaction des ressources, tout ça à la fois. Et puis un quatrième pilier qui est évidemment très, très important, qui est peut-être le plus compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il dépend de tout le monde, c'est, justement, l'accompagnement vers de nouveaux modes de vie, et le renforcement de la solidarité, qui dépend évidemment pas que de la ville de Paris. Alors l'accompagnement, ça veut dire que la ville de Paris essaye de mettre des moyens, en œuvre pour accompagner ces changements, de comportement notamment. Mais encore une fois, c'est un pilier qui dépend, de la société civile, des entreprises, enfin qui est voilà, de tous les acteurs du territoire. Donc ça, c'était en 2015, qu'on a donc, élaboré cette stratégie d'adaptation, au changement climatique. Et en 2018, donc il y a eu l'adoption d'un nouveau plan climat de Paris, et donc qui a, finalement intégré, cette stratégie d'adaptation au changement climatique, hein. Vous pouvez le plan climat de Paris, il est consultable, hein, sur paris.fr, il est en ligne, et donc ce plan climat, il est, pour faire court, vous pouvez, le scinder en 2 grandes parties. Encore une fois, je simplifie, hein, mais il y a une grosse partie évidemment sur, l'atténuation. Comment est-ce qu'on réduit, donc, les émissions de gaz à effet de serre et comment est-ce qu'on essaye, de justement, réduire, de contenir un petit peu le changement climatique, de le diminuer, enfin pas de le diminuer, mais en tout cas de le contenir le plus possible, de ne pas, l'accentuer. Et puis, il y a cette fameuse partie, adaptation au changement climatique, et donc ce plan climat qui est très ambitieux et c'est la première fois que la ville de Paris et d'ailleurs c'est pas commun dans la plupart des plans climat, d'autres villes, d'autres grandes villes. C'est justement d'avoir cette double approche et cette volonté, comme je vous le disais, d'articuler vraiment, l'adaptation et l'articulation pour ne pas, justement, créer de maladaptation, ou de contradiction entre des mesures qui, permettraient de lutter contre le changement climatique, et de s'y adapter. L'idée étant évidemment, de faire les 2 à la fois et d'essayer d'être le plus cohérent possible dans notre politique, climatique. Donc voilà pour la politique, climat, et notamment pour le volet surtout, adaptation, de la ville, de Paris. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, pour l'instant, il n'y a pas Non? d'autres questions dans OK, le mais on pourra y revenir après, ne vous inquiétez pas, hein. J'enchaîne, mais n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a qui vous viennent au fur et à mesure. on a juste à Hem, indiquer le lien vers, sur pareil.fr vers le plan climat dans le ouais, chat. d'accord, OK, merci. Du coup, on continue. Alors, justement, avec un focus particulier sur, ce qu'on appelle la stratégie de rafraîchissement à Paris. Ça fait un peu techno, hein, tout ça. Nous, on est organisé comme ça dans l'administration. Il y a des plans, des stratégies, et cetera, pour que chacun sache à peu près ce qu'il a à faire, et cetera. En gros, justement, je vous parlais du plan climat avec donc un volet adaptation, un volet atténuation. Dans le volet adaptation, on a plusieurs grands objectifs et comme vous l'aurez compris, il y a quelque chose qui nous occupe beaucoup à Paris, hein. Le territoire parisien est globalement robuste, hein, face au changement climatique. Pas parce qu'on est les meilleurs, hein, loin de là, juste parce qu'en fait, on a la chance, par exemple, de ne pas être, une ville enfin la chance ou pas, mais, en tout cas dans ce contexte-là, on a la chance de ne pas être une ville côtière et donc du coup, par exemple, le risque de submersion marine contre lequel, c'est très difficile de s'adapter, et ben, nous, on le connaît pas, hein, par exemple. Mais par contre, on a ce risque, qui est très, très fort et qui a des conséquences sanitaires très, très graves, qui concerne donc l'augmentation des températures et donc et ce qu'on appelle les canicules, hein, qui vont être de plus en plus intenses, de plus en plus, fréquentes. Donc non seulement on va en avoir de plus en plus souvent, on
Les projections indiquent qu'elles vont s'étaler plutôt entre mai et octobre, début octobre, et qu'elles vont être de plus en plus intenses. Donc il va y en avoir de plus en plus souvent et en plus il fera de plus en plus chaud. Donc les records de température vont être de plus en plus importants. Donc on a développé donc face à ça toute une batterie de mesures pour essayer de s'adapter à cette chaleur en ville, hein, parce que c'est assez, la chaleur à Paris, c'est compliqué. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. C'est compliqué à vivre au quotidien. Pas et pour les personnes, vulnérables, bien sûr. Quand je dis les personnes vulnérables, en fait, on est tous plus ou moins vulnérables à la chaleur, hein. On est tous, extrêmement fatigués et cetera, mais c'est vrai que ça peut être pire pour les personnes âgées, pour les jeunes enfants, pour des personnes qui souffrent de maladies chroniques comme, l'asthme et cetera. Parce qu'on sait que pendant les pics de chaleur, en plus, on a souvent, malheureusement donc, des pics d'ozone, donc des pics de pollution, qui viennent s'ajouter, à cela. Mais en réalité, les dernières recherches et les rapports de Santé publique France nous démontrent que, nous sommes tous vulnérables face à la chaleur, et donc voilà, donc il y a une vraie urgence à agir, une vraie urgence à s'adapter, à adapter le territoire parisien pour essayer, d'en faire un territoire qui reste vivable, le plus possible, et donc voilà, donc la maire de Paris, justement en 2019, en juillet 2019, a réaffirmé justement cette urgence à agir face aux vagues de chaleur, face à la chaleur en ville. Et on a effectivement travaillé sur l'élaboration, donc plus particulièrement d'une stratégie de rafraîchissement. On avait un objectif, alors qui est dépassé, hein, parce que nous sommes maintenant en 2021. À horizon 2020, donc, qui était que chaque Parisien devait se trouver enfin, à 7 ou moins de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur sur le territoire parisien, où qu'il se trouve sur le territoire. Alors, vous voyez avec cette carte que on y est, hein, on est quasiment, je crois qu'on est au 100% de Parisiens, de Parisiennes à moins de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur. Il y a quand même des zones qui sont mieux dotées, qui ont des endroits plus frais en plus grand nombre, mais on travaille justement à essayer d'avoir un maillage territorial et donc une meilleure distribution d'îlots de fraîcheur sur l'ensemble du territoire parisien. Euh, pour ça, en fait, pour travailler à ce rafraîchissement finalement du territoire parisien, on a plusieurs grands leviers, hein, d'adaptation. Donc, comme je vous le disais, on travaille sur la question des matériaux qui sont employés, qui sont utilisés dans l'espace public, que ce soit pour les bâtiments ou que ce soit pour les toits, évidemment, pour les façades, mais aussi pour les revêtements qu'on a sur les routes, ce qu'on appelle les chaussées circulées, mais aussi sur les trottoirs, et cetera. Donc en fait, en fonction des différents matériaux, de la colorimétrie et puis de l'albédo des différents matériaux, on peut avoir une différence de température assez importante. Donc l'idée, c'est évidemment d'employer autant que faire se peut des matériaux qui n'emmagasinent pas la chaleur et si elle n'est pas emmagasinée, elle ne sera donc pas restituée la nuit, puisque l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est bien ça, hein, c'est les rayonnements du soleil qui sont finalement absorbés par les différents matériaux donc de la ville, et qui sont restitués une fois la nuit arrivée. Et donc la chaleur, c'est ça, cet effet de chaleur très étouffante qu'on a, y compris la nuit. Et c'est pour ça que les températures ne baissent pas et qu'on a du mal à récupérer. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir justement travailler employer des matériaux, alors qui sont pas, j'allais dire innovants, mais en fait pas du tout, hein. On n'est pas du tout, des fois on réinvente l'eau chaude, et on va regarder ce qui se faisait justement avant. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est bien celle-ci. Là, je vous ai mis des exemples de photos, de ce que, c'est plutôt enfin, sur la photo, pardon, en haut, à gauche, l'immeuble noir, que vous voyez là, c'est plutôt, très vitré en plus. C'est plutôt des photos
de contre-exemples, hein, de ce qu'il faudrait qu'on puisse arrêter de faire et donc travailler aussi dans les documents, de réglementation, pour essayer d'interdire ce genre de constructions, qui ne sont pas du tout adaptées aux fortes chaleurs et qui obligent bien souvent, les habitants, de ces appartements à investir, soit dans des climatiseurs, individuels, soit dans des systèmes plus élaborés, qui sont évidemment des fausses bonnes idées. Je jette pas du tout la pierre, hein, parce que quand il fait très chaud, on n'a souvent pas le choix et l'idée c'est évidemment pas, de se faire hospitaliser, et cetera. Mais en tout cas, je pense que la ville et les aménageurs, doivent justement travailler, pour minimiser, et pour améliorer surtout en fait le confort thermique, dans l'été et interdire, l'emploi de ces matériaux dont on sait, qu'ils seront, néfastes, pour les gens qui vivent réellement dans ces appartements ou dans ces bureaux. On travaille aussi, donc je vous le disais, sur les toits, donc les toits de Paris qui sont en zinc, donc on a cette identité très forte à Paris avec, ces toits en zinc qui sont assez, caractéristiques. Malheureusement, ça chauffe très, très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà habité un appartement, sous les toits, c'est terrible. Il fait vraiment très, très chaud. Et donc, on est, toujours évidemment, nous, en tant que ville de Paris, alors, voilà, pris entre plusieurs, entre plusieurs, entre plusieurs choses, et donc la préservation évidemment de l'identité parisienne, c'est une chose, la santé, des habitants, c'en est une autre et évidemment qui est plus importante et donc on essaye de trouver des solutions. Donc là, vous voyez, on applique une espèce de résine blanche qui est une résine plutôt propre, hein, qui s'applique directement sur les toits en zinc, donc on n'a pas besoin de changer, les matériaux. Donc en plus, c'est assez, peu coûteux, en termes de travaux, il y a pas de travaux en fait, on applique la résine et on gagne, en fait, on fait une expérimentation comme ça sur le toit d'une école et sur le toit d'un gymnase, dans le 10e et dans le 11e arrondissement et on arrive à gagner, jusqu'à 6 degrés, dans les classes qui sont juste, sous le toit. Donc voilà, je ne dis pas qu'on va généraliser ça tout de suite parce que l'idée, c'est bien d'expérimenter, de voir comment ça tient dans le temps et cetera. Mais en tout cas, c'est des solutions qu'on expérimente, et qui nous permettent d'adapter, un petit peu le cadre bâti, aux fortes chaleurs. On a d'autres expérimentations en cours, telles que, le projet, qui est sur votre droite là, qui s'appelle Cool and Low Noise Asphalt et qui vise finalement à utiliser des matériaux, alors à la fois qui n'emmagasinent justement pas cette chaleur, et qui en même temps diminuent, absorbent en fait, le nombre de décibels, enfin qui diminue en tout cas le bruit provoqué par la circulation, par les voitures, par le roulement des voitures, sur la chaussée. Donc ça, c'est des expérimentations qui sont en cours, à Paris. Les expérimentations, elles durent plusieurs années, hein, parce que l'idée, c'est évidemment, c'est pas, juste un été, c'est de voir comment les produits et comment les matériaux, durent et vivent dans le temps. Ensuite, on a donc un autre levier qui est très puissant évidemment, c'est, renforcer la présence de l'eau dans la ville. Alors vous allez me dire que c'est, un petit peu, c'est un petit peu, contradictoire avec, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question de la raréfaction de la ressource en eau. L'idée, c'est évidemment d'utiliser de l'eau de façon, raisonnée. Donc la première des choses, ça a été, pour nous, pour la ville de Paris, de se doter, de ce qu'on appelle le Paris Pluie, qui est donc un plan, qui permet, de travailler sur, les eaux pluviales. Donc à la fois, comment est-ce qu'on fait pour les récolter? Puisque l'eau va venir à manquer, donc autant essayer de récupérer, celle qui tombe, et donc travailler sur des systèmes de récupération des eaux pluviales et puis, laisser, comme je vous le disais aussi, donc les eaux de pluie s'infiltrer, et donc permettre aussi, naturellement aux végétaux, de pouvoir, bah, se désaltérer, boire, avec les eaux sans qu'on ait besoin, justement de les arroser. On travaille aussi sur la question du rafraîchissement, par, l'accès, des citoyens et des citoyennes, aux cours d'eau. Donc, il y a le bassin de la Villette, mais vous savez qu'on a aussi le projet, de rendre la Seine, pardon, baignable à horizon, 2024. Et donc, bah, voilà, on a quand même commencé par rendre les berges de Seine aux piétons et aux cyclistes. Prochaine étape, c'est de pouvoir, sauter dans la Seine. Alors évidemment, ça ne se fera pas comme ça. Vous imaginez bien qu'on ne pourra pas, se baigner, absolument partout dans la Seine, sans aucune, vigilance et cetera, hein. Il va falloir, faire certains aménagements, il faudra que ça soit surveillé et cetera. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller, vers une Seine, baignable dans pas si longtemps.
On travaille aussi sur des dispositifs qui sont beaucoup plus ponctuels, mais qui fonctionnent très, très bien sur la question du rafraîchissement en termes de sensation de fraîcheur. Ce sont donc, des jeux d'eau, à la fois donc des miroirs d'eau comme vous voyez, sur la photo, en bas à droite, sur, le miroir d'eau de Place de la République, mais aussi tout un tas de brumisateurs. Comme vous voyez sur la photo tout à gauche, qu'on a un peu, partout sur le territoire parisien, et qui sont en fait très, très peu gourmands en eau. C'est-à-dire que la dépense, en eau est très, très faible, et donc elle est très rentable parce que pour le coup, ça a un effet rafraîchissant extrêmement important et ce sont des dispositifs qu'on essaye de mettre, dans des endroits évidemment, où il y a des résidents, parisiens et notamment des résidents qui sont parfois un peu captifs, où on sait que les enfants partent pas forcément beaucoup en vacances l'été et cetera, parce qu'il y a un côté très ludique. Mais cela étant dit, il y a beaucoup d'adultes aussi qui aiment se rafraîchir, et bénéficier de ces brumisateurs. Donc c'est des choses qu'on va développer, encore une fois, en étant très, très vigilants sur la question de la préservation de la ressource en eau. Je vous en ai pas parlé, mais il y a également la question de l'utilisation de la Seine justement comme élément de rafraîchissement, via, donc le réseau de froid à Paris. Vous savez qu'à Paris, on a un réseau de froid, donc on a des tuyaux, hein, finalement qui se servent du froid de la Seine pour fabriquer, du froid, hein, une espèce de climatisation, mais qui est une climatisation, qui est, qui est très sobre, hein, par rapport à des climatiseurs et qui surtout, va climatiser à l'échelle, plutôt d'un immeuble, plutôt que juste d'un appartement. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de voir aussi comment on peut, quand c'est nécessaire, hein, essayer de travailler sur le développement de ce réseau de froid. Évidemment, l'idée, c'est pas, de climatiser, l'ensemble des appartements, parisiens. Il y a d'autres solutions qui s'offrent à nous, pour rafraîchir les appartements. Mais en tout cas, quand c'est nécessaire et dans les endroits les plus chauds de Paris, on va essayer de voir, comment on va pouvoir tirer ce réseau de froid. Hem On travaille évidemment, sur, la question de l'ombre à Paris, hein. Alors ça, c'est magique, hein, évidemment. L'ombre à Paris, vous savez que enfin, c'est pas l'ombre à Paris, c'est l'ombre tout court. Quand on empêche finalement, les rayonnements du soleil, d'arriver, sur les trottoirs et sur la chaussée, et ben, on lutte directement contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, hein, puisque les rayonnements ne sont pas absorbés, par les revêtements, au sol ou, en façade et donc, à hauteur, d'humain, si je puis dire, on a moins chaud puisqu'ensuite, donc, la chaleur n'est pas restituée, justement, là où on marche, et cetera. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de développer, donc, des ombrières. Ça se fait beaucoup, hein, encore une fois, on réinvente l'eau chaude, hein. On va voir un petit peu ce qui se fait, dans le sud de l'Europe ou dans les pays du sud en règle générale, qui vivent avec la chaleur depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps, qui ont une architecture bien sûr qui est plus adaptée, mais donc on essaye d'apprendre aussi justement des bonnes pratiques, d'autres villes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, développer, donc, des ombrières sur l'espace public. Donc, soit par toile tendue comme vous pouvez sur la photo, voir sur la photo à droite, soit des ombrières, qui soient, sur des mâts, comme des espèces de grands parasols, géants. Ou alors là, vous voyez la photo avec les parapluies, très colorés, donc ça, c'est des initiatives, qui sont faites, par des commerçants, de temps en temps, à Paris et qui fonctionnent, très bien. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous en parler, la question de la végétation, hein, au service du rafraîchissement de la ville. On a, donc, un ambitieux programme de végétalisation de l'espace public. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé, avec, donc, voilà une place, du végétal qui est amenée à se développer pendant cette, mandature et c'est très bien. L'idée étant, donc, de la développer, si je puis dire, à tous les étages, hein, c'est-à-dire, au sol, à travers justement donc les pieds d'arbres, hein, comme vous pouvez voir et comme il existe depuis déjà, quelques années à Paris, hein, quand on avec le permis de végétaliser, vous savez, au niveau des pieds d'arbres et cetera.
On végétalise beaucoup. Les rues végétales aussi, hein, qui sont des rues, qui sont, voilà, dont le caractère, végétal, doit être poussé un peu, à l'extrême. Mais on a aussi évidemment, un programme de plantation d'arbres et de grands arbres plutôt, d'arbres à grand développement, très important puisque l'idée étant est de planter, 170 000 arbres à horizon, 2026. Donc c'est très, très ambitieux, hein. Pour vous donner un exemple, pour la précédente mandature, donc entre 2014 et 2020, on a planté à peu près 20 000 arbres. Donc là, l'ambition de l'équipe municipale est très important. Mais on va savoir les planter, ces arbres. Il va falloir trouver les bons endroits. Et puis, c'est vrai qu'il y a des endroits où on aimerait vraiment en planter, mais où malheureusement, on a certaines contraintes techniques qui nous empêchent de les planter. Je pense à des endroits où d'ailleurs il fait très chaud, souvent sur les parvis des gares, par exemple, ou sur certaines grandes places telles que la place de la Bastille, la place, enfin tout un tas de places en réalité, de grandes places qui voilà, qui essayent de se transformer en qui ont été très longtemps des carrefours, enfin moi à mon sens un peu des carrefours, à voiture, hein, qui étaient très circulés, qui commencent un peu à s'apaiser, mais qui sont encore très peu plantés. C'est pas qu'on veut pas les planter, c'est pas qu'on veut pas les végétaliser, c'est qu'en réalité souvent en dessous, ce sont des hubs de transport et donc du coup en fait on n'a pas les moyens d'avoir de la pleine terre et de laisser justement les eaux pluviales s'infiltrer, puisque sinon on inonde le métro. Donc on évite de faire ça. Mais voilà, partout où c'est possible, on va planter assez densément avec, également la création de forêts urbaines. Donc peut-être que le terme est un peu dévoyé, hein, il est discutable, mais en tout cas, des groupes d'arbres, si je puis dire. Tout ça étant entendu, dans 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 l'optique où on souhaite évidemment planter des arbres, des essences qui soient adaptées au changement climatique, hein, puisqu'il faut qu'on trouve, des essences qui supportent la chaleur, qui, soient assez peu gourmandes en eau, et qui, si possible, rendent un certain nombre de services, écologiques tels que, justement le rafraîchissement. Alors cet arbre magique n'existe pas, hein, on le sait, un arbre qui boit peu, il évapotranspire peu, ça veut dire qu'il rafraîchit, assez peu finalement, mais cela dit, il procure quand même un certain ombrage et cetera. Donc heu, donc de toute façon, on est parti sur la végétalisation massive de l'espace public et du cadre bâti, puisque l'idée, c'est aussi de végétaliser les façades et les toitures avec, encore une fois, une volonté de développer l'agriculture urbaine sur les toitures, mais pas que, hein, aussi, sur les rues et en dehors de Paris, pas que, l'agriculture urbaine ne va pas se limiter, au territoire, parisien intramuros, mais donc voilà, on a tout un tas d'objectifs, de végétalisation, de l'espace public. Je vous mentionne peut-être aussi les cours Oasis qui sont finalement, donc notre façon de parler, de la transformation des cours d'école. Vous voyez cette photo là qui est toute à droite? Donc ça, c'est une cour d'école qui a été transformée, c'est-à-dire que les cours d'école à Paris, je ne sais pas si, certains ou certaines d'entre vous ont été à l'école, à Paris. Souvent, elles se sont résumées à des carrés ou des rectangles de béton, pas très sympathiques. Souvent, il y avait alors de temps en temps, il y a quelques marronniers, mais on les a même, on a même réussi à les couper parfois, dans il y a quelques années. Et donc là, l'idée, c'est de revenir justement à de la pleine terre, plus de biodiversité dans les cours, pour les enfants avec, la plantation d'arbres, avec des petits potagers, pour faire aussi de la sensibilisation voilà, avec aussi, une certaine culture du risque, hein, aussi, pourquoi pas des herbes un peu folles, parfois des orties. On a tous, voilà, appris, on se pique, hein, quand on touche les orties, ben, on remet pas la main 2 fois dedans, c'est aussi cette culture, du risque évidemment, modéré, hein. L'idée c'est pas, vous vous en doutez, de faire prendre des risques, aux petits, Parisiens, aux petites Parisiennes, mais en tout cas, c'est de réapprendre aussi un petit peu, ce que c'est, la nature et puis quand je dis le risque, en fait, c'est aussi, tout un tas de gains, hein, parce que, un enfant qui tombe, sur un sol, en béton très dur, bah, il se brise les os. Un enfant qui tombe, sur un sol, en stabilisé ou en terre, je dis pas qu'il se fait pas mal, mais il se fait moins mal. Donc on a quand même des blessures, beaucoup moins graves et un enfant, ça tombe quand même assez souvent. Voilà, donc j'en ai fini avec cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, et oui, il y a eu plusieurs questions depuis tout à l'heure. Alors au niveau des questions sur la végétalisation, dans le cadre de la végétalisation des espaces urbains, l'aménagement des toits terrasses est-il soumis à un cadre réglementaire? Si oui, lesquels?
Et une question qui s'en rapproche, enfin, sur la végétalisation des toits, est-ce que les toitures des immeubles haussmanniens peuvent-elles être végétalisées? OK. Alors attendez, juste la première question, je crois que je l'ai pas, parce que je l'ai pas lu en même temps, donc haussmannien ça j'ai. C'est est-ce que donc l'aménagement des toits terrasses est-il soumis à un cadre réglementaire? Si oui, lesquels? Oui, oui, il y a un cadre réglementaire pour, enfin, en fait, pour l'ensemble de l'aménagement, du territoire, hein, qui dépend donc du plan local d'urbanisme. Qui, donc, bah, en fait, dicte un petit peu, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, l'unité qu'on doit conserver. Alors après, il s'applique différemment, selon les zones, dans Paris. Il y a des zones qui sont vraiment, qui sont vraiment protégées, sur lesquelles c'est vraiment très difficile, de faire bouger le moindre petit truc. Il y a des zones où on est un peu plus libre, mais globalement, il y a une réglementation qui doit s'appliquer sur le territoire parisien. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, en tant que propriétaire, les promoteurs ne font pas ce qu'ils veulent, la ville de Paris ne fait pas ce qu'elle veut, voilà. Donc il y a une réglementation, partagée, qui par contre, évidemment, peut évoluer et nous, c'est tout le travail qu'on est en train de faire parce que le PLU, donc le plan local d'urbanisme, est en train d'être révisé, actuellement, enfin il est même en pleine refonte, et donc il est concerté d'ailleurs très largement avec les citoyens. Vous pouvez, participer, hein, et assister, certainement à bon nombre d'ateliers, qui sont organisés, sur justement comment est-ce que quel donc plan local d'urbanisme, nous on appelle ça le PLU, quel PLU pour demain, à Paris et donc nous évidemment tout l'enjeu c'est justement, de pouvoir intégrer, tout un tas de mesures, et de recommandations, enfin plus que des recommandations, des obligations, à prendre en compte le changement climatique. Donc, l'idée, c'est évidemment, de travailler, sur des bâtiments, qui soient, plus sobres, et qui émettent moins, qui diminuent un petit peu la consommation, énergétique, enfin en tout cas qui permettent, d'avoir une consommation énergétique, plus raisonnée, plus raisonnable, mais aussi de prendre en compte cette question du changement climatique et notamment celle du confort, d'été dont on parlait, tout à l'heure, qui est très importante, puisque c'est vraiment, les canicules, un vrai problème pour le territoire parisien et l'idée, c'est évidemment, de pouvoir, d'obliger, les constructeurs alors pour tout ce qui est du cadre bâti, neuf qui va arriver à prendre en compte, cette question de la chaleur en ville, la question éventuellement aussi de l'inondation, des fortes pluies, et cetera. Mais voilà, donc ça, oui, oui, ça voilà, il y a une réglementation, qui s'applique, y compris pour les toitures, qu'on ne végétalise pas, comme ça, du jour au lendemain. Et puis après, il y a toutes les études, de faisabilité technique aussi, parce qu'on ne peut pas végétaliser n'importe quelle toiture, n'importe quel toit, n'importe comment. Il faudrait pas créer des infiltrations et cetera. Mais en règle générale, les copropriétés, il y a déjà des copropriétés qui ont sauté le pas, hein, avec, autorisation et cetera, qui ont végétalisé leur façade, ou leur toiture, après étude, de FESA technique, hein. Et en réalité, la crainte souvent, c'est, d'avoir, des infiltrations d'eau et cetera. En réalité, c'est pas du tout le cas, hein, puisque justement, tout ce qui est vignes vierges et plantes grimpantes, ça va, comment dire? Prendre l'humidité. Donc ça ne crée pas du tout d'humidité, au contraire et en revanche, par contre, ça garde plus au frais, le bâtiment, puisque ça fait une espèce d'isolation, l'été, quand il fait très, très chaud et qu'on a, donc surtout sur les façades qui sont très exposées. Donc voilà, après, il y a la question encore une fois de la raréfaction de la ressource en eau, il faut penser, à ça, c'est-à-dire qu'il faut pas, rentrer dans une dépendance à l'eau quand on plante, ce genre de végétaux, pour ne pas se retrouver avec des façades et des toitures qui soient complètement grillées, en été. Enfin, quand je dis en été, en réalité, ça sera, en printemps, été, début d'automne, puisqu'en fait, ça serait complètement contre-productif, hein. Au contraire, ça ne ferait que renforcer, la sensation de chaleur, au sein des appartements ou des bureaux. Et en plus, ça pourrait augmenter le risque, incendie. Donc voilà, donc il faut être très, très vigilant et c'est pour ça qu'il faut toujours combiner, les différents risques et les différents aléas climatiques avec la raréfaction de la ressource en eau et des ressources, en règle générale pour ne pas faire de maladaptation. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à plusieurs questions à la fois comme ça, non?
Oui, alors là, là, il y a une question sur le plan climat. Qu'en est-il des partenariats avec les communes limitrophes, donc du Grand Paris, dans ce plan climat? Pour le plan climat en règle générale ou, sur les questions d'adaptation, on travaille beaucoup, enfin beaucoup, on travaille avec, pas mal de collectivités, voisines qui ont, les mêmes problématiques que nous, hein. Depuis tout à l'heure, enfin moi je travaille à la ville de Paris donc, mon job c'est de travailler sur le territoire parisien et de vous parler de ce qui est fait à Paris. Je serais bien incapable de vous parler, de ce qui est fait, dans d'autres collectivités, même si, même si on échange régulièrement avec les collègues, des autres communes, de la métropole du Grand Paris et de la région d'ailleurs, on a tous plus ou moins, mais surtout les collectivités qui sont en toute petite couronne, qui sont, donc limitrophes de Paris notamment, ont les mêmes problématiques, face à la chaleur notamment, et ont les mêmes démarches que nous, hein, sur la végétalisation, sur, l'utilisation de matériaux, qui soient adaptés, aux fortes chaleurs, sur la question de l'infiltration des eaux pluviales, de la récupération des eaux de pluie, et cetera. Très globalement, enfin, on est tous sur les mêmes, sur les mêmes mesures. Alors elles se déploient plus ou moins vite en fonction des budgets et en fonction, donc des collectivités, de la volonté politique, et cetera. Mais globalement, c'est les autres collectivités, sont sur ces problématiques également. Et si je peux rajouter un petit mot du coup sur l'aspect plan climat, plus globalement, en fait, il y a aussi, un élément de compatibilité et d'articulation. Le plan climat doit forcément et nécessairement être compatible avec, les plans et les politiques, qui nous, entourent, donc c'est-à-dire avec celui de la métropole du Grand Paris, évidemment, mais, également avec les politiques régionales et nationales. Donc on a toute une logique d'articulation qu'on doit respecter quand on élabore le plan climat et donc on fait ça, en bonne intelligence avec nos collègues des autres administrations et des autres, territoires et collectivités. Donc tout ça se fait, en cohérence, et après en effet, comme le rappelait Julie, il y a un bon nombre de partages en ce qui concerne la vulnérabilité à robustesse des territoires, un bon nombre d'informations qui se partagent au niveau de la région Île-de-France et pour le coup, là-dessus, on partage et les diagnostics et les solutions, pour avancer ensemble sur ces questions-là. Il y a une Parfait. dernière question sur la participation citoyenne, mais je pense que tu vas répondre dans la quatrième partie, qui Ouais. est comment sensibiliser plus en faisant participer les citoyens. Allez, donc du coup, je termine cette présentation avec cette dernière séquence et si j'ai pas répondu, à votre question, sur la mobilisation et sur la participation, on y reviendra sans aucun problème. Parce que l'idée évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien d'embarquer tout le monde, hein, la ville de Paris, elle agit, autant que faire se peut, mais l'idée c'est bien d'embarquer, l'ensemble, des acteurs du territoire, les acteurs économiques, et puis les citoyens, la société civile, petits et grands. Je ne sais pas si vous avez entendu parler peut-être de l'Académie du climat qui va ouvrir ses portes donc en septembre de cette année, donc dans quelques semaines. C'est bien ça, c'est la construction d'un lieu où on va pouvoir partager, on va pouvoir s'informer, et donc la ville de Paris s'inscrit vraiment dans cette démarche d'essayer, d'acculturer, le grand public, à ces questions-là et notamment les plus jeunes, hein, puisque l'Académie du climat, ça sera en partie aussi pour les scolaires, hein, pour les enfants. Et donc voilà, c'est aussi, amener, les gens, vers l'information, pour pouvoir, permettre, voilà, une espèce d'égalité, d'information, pour toutes et tous. Donc on a tout un tas d'outils, hein, d'information et notamment, sur la question de la chaleur en ville voilà, on a beaucoup d'outils d'information, de communication, avec lesquels on jongle, et sur lesquels on se repose pour communiquer. On a notamment, donc cette carte, des îlots de fraîcheur, qui est donc, une carte qui répertorie, l'ensemble des îlots, de fraîcheur, à Paris, sur le territoire parisien. Je vais vous en parler, plus en détail après. On va aller la voir. Elle est hébergée sur paris.fr. Elle est, donc, tout à fait consultable en ligne, hein, sur paris.fr et donc cette carte, elle vous permet de savoir, en fait, quels sont les lieux,
sur lesquels vous pouvez aller vous rafraîchir, les lieux qui sont plus frais que la température un peu plus normale. Donc ces lieux, ça peut être des espaces verts, mais pas tous les espaces verts, hein. Tous les espaces verts sont pas frais. Une grande pelouse, enfin ou une petite pelouse d'ailleurs, en plein cagnard, ça n'est pas frais du tout en pleine journée. En revanche, une pelouse la nuit, c'est, beaucoup plus frais. Justement avec cette question d'évapotranspiration, ça apporte de la fraîcheur. Mais la journée, par exemple, une pelouse n'est pas répertoriée comme un îlot de fraîcheur. Il y a des parcs, et jardins qui sont pas considérés comme, frais non plus. Et il y a des bouts de parcs et jardins qui, eux, sont considérés comme des îlots de fraîcheur. On n'a pas que des parcs et jardins, on n'a pas que des espaces verts, hein, qui sont considérés comme, qui constituent les îlots de fraîcheur. On a, tout un tas de bâtiments, qui sont naturellement frais, de par leur bâti, leur architecture, par exemple des musées, des, des bibliothèques, municipales ou pas d'ailleurs, des évidemment les piscines. On a certains lieux de culte également, qui sont répertoriés, comme étant, frais. On a des salles qui sont rafraîchies, alors soit qui sont naturellement fraîches, soit qui sont rafraîchies. Donc qui sont des salles, où on peut aller se rafraîchir, alors à plusieurs. Alors là, depuis 1 an ou 2, c'est un peu compliqué avec le covid parce qu'on n'a pas le droit d'être à plusieurs dans une salle et cetera. Donc c'est un peu plus compliqué, mais en respectant les jauges et cetera, on peut aller, dans certaines mairies d'arrondissement, dans quasiment toutes en réalité. On peut, dans chaque mairie d'arrondissement, enfin, faut se renseigner quand même avant, mais en 2019, dans chaque mairie d'arrondissement, il y avait une salle rafraîchi, accessible au public. Et puis voilà, donc tout ça, cette carte finalement, elle répertorie l'ensemble de ces îlots de fraîcheur. Donc vous pouvez aller la consulter. On a des campagnes de communication aussi sur justement la chaleur en ville, donc sur les bons gestes à adopter. Heu et puis, il y a des affichages, dans la rue, il y a un partage d'informations, on essaye aussi, d'afficher, ces bonnes informations, dans les immeubles, dans les halls des immeubles, hein. On a les bailleurs sociaux, qui sont, également destinataires de ces affiches, de ces flyers, et puis après il y a tout un tas d'informations qui passent via les réseaux sociaux, de la ville, et puis sur les panneaux lumineux aussi qui sont dans l'espace public. Donc voilà, on a tout un tas d'outils d'information. Puis on a vous aussi, hein, les volontaires du climat, qui êtes des relais, hein, d'information, qui constituaient en tout cas des relais d'information autour de vous, dans vos cercles privés, sans être évidemment en mission, missionnés par la ville de Paris. Mais en tout cas, ça passe aussi par ça, c'est la diffusion de l'information qui passe comme ça par les réseaux. Bon, bah, là, je vous ai déjà répondu, en fait. Qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur à Paris? Donc voilà, comme je vous le disais, de toute façon, on vous enverra le PowerPoint, donc comme ça, vous pourrez, accéder directement, si vous le souhaitez, via paris.fr. Vous allez, sur la page canicule, et sur la page canicule, vous avez donc, la carte des îlots de fraîcheur. Et donc cette carte des îlots de fraîcheur, cette année, elle a une petite, particularité. C'est que, elle essaye, c'est pas la carte, c'est nous qui essayons de la faire devenir, collaborative. C'est-à-dire qu'on essaye de demander aux Parisiennes, aux Parisiens, de partager, en ligne leur bon plan fraîcheur. Alors qu'est-ce que c'est un bon plan fraîcheur? Bah, c'est un endroit où on a l'habitude quand il fait très chaud justement. Alors, moi j'ai pas de bon plan fraîcheur par exemple, autour de chez moi il y a pas grand-chose, mais, il y a certaines personnes qui ont la chance, d'avoir, des bons plans fraîcheur, voilà, autour de chez elles, et on vous invite à les partager si vous le souhaitez. Après, vous pouvez aussi vous dire que justement, vous le gardez pour vous, tranquillement. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le partager en ligne, et donc du coup, hop, je vais vous montrer, comment on y accède. Donc du coup, vous allez sur la page, canicule de la ville de Paris. Hop, donc sur la page canicule, sur paris.fr, hein, vous trouvez, toutes les informations relatives à la canicule, sur, le fichier réflexe, hein, qui est, un fichier sur lequel vous pouvez, vous inscrire ou avec l'autorisation des gens, inscrire des personnes, qui sont
considérés comme vulnérables ou très vulnérables et qui peuvent bénéficier d'accompagnement en période de canicule, justement. Et puis vous avez donc voilà cette séquence sur, les îlots de fraîcheur, à Paris, et vous avez une carte des îlots de fraîcheur. Donc je vous conseille de cliquer ici, là, donc sur, le lien «Consulter la carte des îlots de fraîcheur». Donc vous allez cliquer dessus. Ça met peut-être un certain temps à charger. Hem, Ça y est, ça commence à charger, et donc vous arrivez donc sur cette carte des îlots de fraîcheur. Donc vous cliquez sur «J'ai compris». Je pense que certains, ou certaines, étaient déjà à la formation tuto carto, il y a 10 jours, donc c'est un peu redondant cette petite partie. Mais pour les autres, comme ça vous permet voilà, de savoir que cette carte, elle existe, de savoir ce que vous pouvez en faire. Donc là, vous voyez, voilà, vous avez la carte des îlots de fraîcheur qui s'affiche. Je vais essayer de dézoomer pour vous montrer l'ensemble du territoire parisien. Le temps que ça charge, c'est un peu long, désolée, la connexion n'est pas hyper bonne. Hop. Voilà, donc là, vous avez la carte des îlots de fraîcheur qui s'affiche, donc ça répertorie l'ensemble des îlots de fraîcheur. Vous voyez toutes les petites gouttes d'eau que vous pouvez enlever. D'ailleurs, il y a différents filtres, hein, donc il y a la légende qui vous explique à quoi correspondent tous ces petits points, toutes ces gouttes d'eau, et cetera. Les gouttes d'eau, pour vous dire, ça correspond aux fontaines d'eau potable que vous pouvez trouver sur tout le territoire parisien. En gros, il y en a 1200 sur le territoire parisien, c'est pour ça que c'est très nombreux, mais vous pouvez, très, très bien aller, filtrer, aller, masquer, si vous le souhaitez, les différents types d'îlots de fraîcheur, si vous trouvez que ça vous parasite trop la carte. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout qu'il y a un bouton qui s'appelle «Je partage», sur lequel vous pouvez, donc cliquer, et qui vous permet justement, donc c'est un peu, justement cette option collaborative, qui vous permet, finalement, de, partager votre bon plan fraîcheur. Voilà, vous pouvez agrandir la fenêtre, c'est beaucoup plus pratique. Et donc vous lui donnez le nom que vous voulez à votre îlot de fraîcheur, celui auquel vous pensez que votre bon plan fraîcheur, vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Vous le décrivez en 2-3 mots ou pas, hein, c'est pas obligatoire. Mais surtout, ce qui est obligatoire, en fait, c'est de le géolocaliser. Et donc pour ça, vous rentrez son adresse ou l'adresse, en tout cas la plus proche que vous lui connaissez. Mais si vous avez l'adresse exacte, c'est encore mieux. Donc moi, par exemple, je peux rentrer donc l'adresse donc du 103 avenue de France, donc qui est situé dans le 13e arrondissement, donc l'adresse, de notre bureau, hein, tout simplement. C'est pas du tout un îlot de fraîcheur, mais alors loin de là, mais c'est juste pour vous montrer. Et du coup, ça va, vous géolocaliser et ça enregistre directement, en fait, voilà, ça géolocalise, l'îlot de fraîcheur, et ça le lie, au nom que vous avez et à la description, si vous l'avez faite, de ce que vous avez fait juste avant. Vous envoyez, et voilà, c'est tout ce que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte, d'identifiant, et cetera. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, et donc ça, c'est, donc la 1re, partie, si je puis dire, puisque c'est l'idée étant de partager, hop, vos îlots vos bons plans. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut vous proposer aussi, c'est d'aller, justement, donc tester, ces bons plans fraîcheur, puisque donc vous allez être un certain nombre d'entre vous, hein, et puis il y a d'autres gens, hein, c'est évidemment cette carte est en ligne sur paris.fr, donc il y a pas uniquement, c'est pas uniquement les volontaires du climat, hein, qui vont déposer leurs bons plans. On va avoir tout un tas de bons plans, qui vont apparaître, qu'on ne peut évidemment pas, instantanément, intégré à la carte, hein. Il faut qu'on aille le vérifier avant, qu'on aille vérifier ça soit vraiment des bons plans fraîcheur, qui soient, qui soient plutôt sympathiques, et cetera. Et donc on vous invite, si vous le souhaitez, nous c'est ce qu'on va aller faire aussi évidemment, les services de la ville vont le faire, mais vous pouvez également nous aider. Et donc à aller tester, ces bons plans fraîcheur. Donc pour ça, en fait, on vous va vous envoyer une fois par mois, donc on l'a déjà fait une fois, hein, vendredi 18 juin, dernier. On envoie une liste des bons plans fraîcheur qu'on a, finalement, récoltés via le questionnaire, auquel je vous invite à répondre sur la carte. Donc on aura toute une liste d'îlots de fraîcheur, et donc ensuite, vous allez, donc choisir celui sur la liste qu'on vous envoie, l'îlot de fraîcheur que vous voulez aller tester. Vous pouvez en tester, plusieurs d'ailleurs, n'hésitez pas. Et il faut, ensuite, une fois que vous êtes sur place, tout simplement, remplir un petit questionnaire en ligne, hein, c'est très court. Hop,
Je vous remets donc la page qui charge, c'est un petit peu long. Et donc vous arrivez sur un formulaire qui vous permet justement, enfin qui nous permet finalement à nous, alors vous, ça vous permet de mettre un peu vos idées au clair, mais nous, ça nous permet justement d'avoir un certain nombre de réponses sur qu'est-ce qu'un un bon plan fraîcheur. Donc vous rentrez l'adresse, vous rentrez le numéro de IFU, ça veut dire îlot de fraîcheur urbain. Donc ça, c'est nous qui vous le donnons sur la liste. Vous rentrez la date du jour et puis ensuite vous avez tout un tas donc de questions sur est-ce que vous sentez que il fait plus frais à cet endroit-là? Est-ce que cet endroit, a priori, est-ce que vous avez la connaissance de son ouverture de jour comme de nuit? Est-ce que cet endroit est un îlot de fraîcheur en extérieur ou en intérieur? Ça peut être, c'est pas obligatoirement à l'extérieur, hein, ça peut être un îlot de fraîcheur, voilà. Et puis, et puis voilà, il y a tout un tas de questions sur lesquelles auxquelles il faut répondre, et auxquelles donc, vous pourrez, répondre directement via ce questionnaire. On vous a mis également, donc, un tutoriel, celui qu'on a présenté justement il y a quelques jours et auquel vous pourrez accéder, si vous le souhaitez. Et puis voilà, je pense que j'en ai terminé. On vous a mis, ici, du coup, des, oups, pardon, un certain nombre de liens, sur la page, donc, des volontaires du climat, comment agir pour le climat. Et puis il me reste à vous remercier pour votre écoute et peut-être à prendre quelques dernières questions. Je vois qu'il est, déjà très tard, mais je ne sais pas s'il reste quelques questions? Oui, on a une question, là, une dernière question de Cécile. Pendant la guerre, les caves servaient d'abri. Pourquoi ne pas les réhabiliter comme îlots de fraîcheur? Alors, vous avez raison, et alors en plus, on a des projets, justement, alors, qui sont pas tellement d'envoyer les gens, dans les caves, directement pour, tout un tas de questions d'accessibilité, universelle pour le coup, mais aussi, parce que, on est sur des endroits, qui sont en général sur des parcelles privées et cetera. En revanche, ce qu'on fait, ce qu'on expérimente dès cet été, c'est l'utilisation, de l'air frais des carrières parisiennes. Vous savez que le territoire, le sous-sol parisien est très riche de plein de choses. Il y a des transports, il y a des carrières, il y a voilà, tout un tas de choses, les catacombes, etc. Et donc, ils sont très frais, ces sous-sols parisiens. Et vous avez raison, c'est pour ça que finalement, aussi les caves sont très fraîches. Et donc, on veut voir comment on peut utiliser, donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, comment on utilise cet air frais pour justement le réinjecter dans des endroits, dans des îlots de fraîcheur finalement, enfin dans ce qu'on pourrait créer comme, îlots de fraîcheur sur l'espace public parisien, pour, augmenter, par exemple, la sensation de fraîcheur, sous un arbre. On pourrait essayer de voir comment amener l'air frais des carrières, sur cet endroit, pour fabriquer des petits salons urbains finalement qui soient plus frais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là? Bon, comme il est tard, je pense que Ouais? après les autres questions, tu y as répondu au fil de l'eau. Donc c'est bon. OK. Eh ben, écoutez, on vous remercie, on va vous faire parvenir, la présentation, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises, Véronique? Oui, on renverra ça a été enregistré là, donc on vous renverra un lien, enfin tous les inscrits en fait, pour pouvoir revenir sur toute ta présentation. Ouais. OK, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis, bah, très bonne soirée à tous et bon courage pour l'été. Merci Julie. À bientôt, au revoir. Au revoir.